plus. Le dossier du jour, c'est tout de suite dans le Soir 3. L'uranium au service de l'électricité. Kojima, la matière première du nucléaire. Ce que vous ne laisseriez pas faire à vos enfants, pourquoi le feriez-vous vous-même en vous privant du compte chèque dynamique Barclays? 36 63 10 10. Pour les 10 ans du bâton de berger, il y a 10 tours du monde à gagner. Et vous êtes déjà 6 à partir. Mais il en reste encore 4 à gagner. Alors vite, vite, dans votre magasin, tout est expliqué sur l'étiquette du bâton de berger. Y a vraiment pas d'enfant à manger, du bâton de berger. De Justin Bridou. On en a besoin tous les jours. Autant que ça soit beau. Arthur Martin, d'un grand nom, peut tout exiger. Entre Arthur et Martin. Pour t'apprendre à être propre, couche ou culotte? En culotte, tu es comme un grand, mais au moindre accident, tu te sens tout petit. Les couches te protègent, mais tu n'en veux plus. Voici la solution idéale. Nouveau Pampers Trainers, une culotte pour apprendre à être propre. Elle protège des fuites, et comme une culotte, tu la mets, tu l'enlèves, et tu la remets. Et si nécessaire, je peux même l'ouvrir. Je suis comme un grand. Nouveau Pampers Trainers, quel bonheur de devenir propre. En chute libre, il faut de la précision et de la sécurité. Pour mon rasage aussi, je cherche la précision. J'ai choisi Men & Performance Précision, un diffuseur haute technologie, une mousse plus onctueuse, un film ultra protecteur. Regardez, je me rase de très près, en toute sécurité. Même avec une barbe qui pousse vite, ma peau reste vraiment nette jusqu'au soir. Men & Performance Précision, une efficacité d'avance pour nous les hommes. Cyricile de Gemay, mon nouveau mascara haute précision. Sa brosse exclusive sépare cils à cils. C'est l'effet peigne. Jamais mes cils n'ont été si lisses, si nets, si longs. C'est l'effet baume lissant. La haute précision pour un regard séduction. Préciricile, l'innovation mascara signée Gemay. C'est génial. J'ai envie de tout essayer, tout vivre, tout voir. Et bah loupé. Oh! Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah bah je vois rien. Ah bah elle est partie. Pour que la presbytie ne vous empêche pas de profiter pleinement de vos 40 ans. Et Essilor a créé les nouveaux Varilux, les verres pour tout voir très confortablement de 0 à l'infini. Nouveau Varilux d'Essilor. Avec quoi? Un pic à glace. Vous aimez jouer? Michael Douglas, Sharon Stone. C'est excitant. Basic Instinct. Un film de Paul Verhoeven, enfin en vidéo. On bouge plus! Basic Instinct, l'événement de l'année en cassette vidéo. Basic Instinct, chez vous, maintenant. La vie réserve parfois de mauvaises surprises. On ne peut rien y faire. Simplement, on peut atténuer, réduire, éponger, arrêter les choses. À une seule condition, celle de faire très vite. Pour cela, il faudrait que votre assureur rembourse n'importe quel accident garanti touchant votre maison ou votre voiture en quelques jours. Pas facile, mais on est numéro 1, oui ou non? Avec le pacte UAP, votre agent général s'engage. La politique, c'est simple.
Vous avez à droite la droite. Vous avez à gauche la gauche. Le centre au centre. Regardez, je glisse la droite vers le centre, ou la gauche vers le centre. Je mets la dévaluation, je mets le franc, le problème du marque, et je me demande où est la droite, où est la gauche, où est le centre. Sur Europe 1, chaque matin, Alain Duhamel, Jean-Pierre Elkabbach, Catherine Ney, Jean Boissonnat, les meilleurs analystes de la vie économique et politique de 7h à 9h. Il n'est pas d'ici et dérange. Derrière son comptoir, le patron n'aime pas qu'on touche à ses certitudes. C'est lui? Tu ne vois pas que ce type, il est en train de nous entuber? Tous deux boiront jusqu'à la lie une haine partagée. Je ne vous aime pas, Justin. Dimanche 20h50, un nouveau dans la ville. L'addition sera salée à l'heure Simon sur France 3. Comment changer le comportement des Français et de leurs médecins face à l'emballement des dépenses de santé? Accord partiel des partenaires sociaux sur un début de protocole qui pourrait à terme changer nos habitudes. 4 des 7 négociateurs ont signé. Un tournant selon Madame Simone Veil. Quelles sont la portée et les limites de l'accord intervenu? Où sont les blocages? Et surtout, quel est l'enjeu? L'analyse et le point de vue de Richard Bouton, le président du principal syndicat des médecins généralistes qui refuse l'accord, et de Béatrice Magnoni d'Intignano, économiste spécialiste de santé publique. Bonsoir, c'est une catastrophe à la démesure de l'Inde. 16 000 morts au moins selon le dernier bilan et sans doute 10 000 blessés après le violent tremblement de terre qui la nuit dernière a saccagé toute une région à l'ouest du pays, dans l'état de Maharashtra. Xavier Bodin-Hulin. La terre s'est ouverte et a englouti ce qui dormait. Voilà comment un survivant raconte la terrible secousse. 35 secondes d'horreur en plein cœur de la nuit. Il était 3h56. Intensité 6,4 sur l'échelle de Richter, un épicentre à plus de 500 km à l'est de Bombay. 2 villes de 20 000 habitants dans les districts de Hosnamabad et Latur ont été presque totalement détruites, ainsi qu'une quarantaine de villages extrêmement peuplés. Les maisons de pierre, de torchis, de chaume et de tôle n'ont pas résisté. On parle déjà ce soir de 16 000 morts, mais il ne s'agit pour l'instant que de se recenser dans une ville et 6 villages seulement. Les opérations de secours sont très difficiles, de nombreuses routes sont endommagées, et cette nuit, toute la région est dans l'obscurité, l'électricité est coupée. Il y a juste la lueur de dizaines de bûchers funèbres, et les autorités tentent d'acheminer des citernes de kérosène pour brûler les morts afin d'éviter les épidémies. Et le secrétaire général des Nations Unies vient de proposer l'aide de l'organisation internationale au gouvernement indien. On vient de l'apprendre, il y aura un sommet américano-chinois aux États-Unis en novembre. Le président Clinton rencontrera son homologue chinois. Ce sera la première visite d'un Chinois aux États-Unis depuis le printemps de Pékin en 89. Voilà 10 jours que cela dure, 10 jours qu'à Moscou, dans l'indifférence de la population lasse de ces jeux politiques, le président Yeltsin et le Parlement russe continuent leur partie de bras de fer. Les dirigeants régionaux entrent maintenant dans la ronde, défiant à leur tour le président russe, qui accepte ce soir d'engager des pourparlers sous le parrainage de l'Église orthodoxe. Isabelle Billet, Xavier Bodin-Hulin. La rencontre ce matin entre Boris Yeltsin et le patriarche orthodoxe Alexis II. Le chef spirituel de l'Église russe propose de parrainer des négociations avec les parlementaires pour régler la crise. Boris Yeltsin dit oui, c'est sa première concession après 10 jours de tension. Pas question en revanche de revenir sur la dissolution du Parlement. Le président russe l'a répété fermement. Ce soir, Alexandre Rouskoï accepte de participer personnellement à ces discussions. Elles devraient avoir lieu au siège du patriarcat orthodoxe à Moscou. Autour de la Maison-Blanche, des heurts se sont produits aujourd'hui entre manifestants conservateurs et forces de l'ordre. 3 personnes ont été sérieusement blessées. François Mitterrand en visite en Suède, il réaffirme le refus français de l'accord de Blair House. Il entend cependant écarter l'hypothèse d'un veto de la France. Je ne veux pas épiloguer sur le veto, alors que je souhaite épiloguer sur un bon compromis.
François Mitterrand a aussi critiqué la Commission européenne qui, selon lui, a outrepassé ses prérogatives en signant le préaccord de Blair House. La centrale de Cress-Malville n'est pas dangereuse, c'est la conclusion de la commission d'enquête publique qui se dit aussi favorable au redémarrage de Superphénix, mais seulement après la réalisation de travaux. Le surgénérateur avait été arrêté il y a 3 ans après une série d'incidents. Il pourrait être opérationnel à nouveau l'année prochaine. C'est terminé, monsieur. Le stade Vélodrome de Marseille est suspendu pour un match. C'est la sanction relativement clémente de la commission de discipline de la Ligue de football. Un match de suspension aussi pour les joueurs Fabien Barthez et Basile Boli. Bernard Tapie était venu défendre lui-même son club après les incidents de vendredi dernier face à Metz. Le match OM Strasbourg, prévu mercredi prochain, se jouera donc sans doute à Nîmes. La mise au point publique de Jacques Mélic cet après-midi à Béthune. Non, il n'a pas changé ses déclarations devant le juge Béfi concernant son emploi du temps du 17 juin dernier. Je vous confirme, comme je l'ai toujours dit, que j'étais bien dans le bureau de Bernard Tapie le 17 juin, jusqu'au-delà de 15 heures. Le député de Béthune refuse d'être l'otage de ce qu'il appelle une machination et il dénonce l'acharnement déployé pour abattre Bernard Tapie. C'est un tournant important qui dénote une prise de conscience de la part des médecins. C'est en ces termes que Mme Simone Veil, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, a salué ce soir le protocole d'accord partiel sur la maîtrise des dépenses de santé auquel sont parvenus après de longues tractations 4 des 7 protagonistes de la convention médicale, syndicat de médecins d'un côté, caisse d'assurance maladie de l'autre. Même si le principal syndicat de médecins généralistes, MG France, n'a pas signé, et on verra tout à l'heure pourquoi avec son président, le docteur Bouton, il y a là l'amorce d'une réforme qui pourrait, à terme, modifier en profondeur nos habitudes et celles des médecins. Les explications de Martine Thiébaut. 4 ans de négociations pour aboutir à un accord laborieux entre syndicats et sécurité sociale. Les dépenses de santé croissent 2 fois plus vite en France que dans les autres pays. Avec 30 milliards de déficit, le système de protection sociale est au bord de l'explosion. Ce système n'est pas viable et il faut le réformer en profondeur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et je reprendrai l'expression d'un de mes très vieux confrères, il disait, eh bien maintenant les médecins sont assis au volant d'une voiture de sport, ils n'ont plus qu'à appuyer sur l'accélérateur. Je crois que l'image est belle. C'est-à-dire que le médecin n'a qu'à pousser à la consommation et finalement, les choses auront toujours une justification scientifique. Objectif de la Convention, ramener la croissance des dépenses de santé de 7,5% à 3,5% dès 1994, soit près de 11 milliards d'économies. 2 innovations dans cette Convention. Le dossier médical devient obligatoire. Dans un premier temps pour les malades de plus de 15 ans atteints de 2 affections nécessitant un suivi de plus de 6 mois. Seconde innovation pour un certain nombre de maladies. Le traitement, les prescriptions et les examens seront codifiés. Fini les abus et les consultations à répétition sans besoin réel. Il faut arriver à marier la logique médicale et la logique économique. Et la seule manière de faire ce mariage, c'est de mettre en place une maîtrise qui soit basée sur des références du monde médical. Mais entre les syndicats qui ont signé l'accord et les médecins sur le terrain, les avis divergent. En aucune manière, nous ne devons pas réduire la qualité de notre médecine pour obéir à des références médicales. Ou alors vraiment l'exercice de la médecine sera tout à fait intolérable. Pour le gouvernement, il ne s'agit pas de toucher à la qualité des soins, mais bien de casser une spirale infernale en infléchissant le comportement du médecin et de son patient. Oui, donc 2 caisses d'assurance maladie sur 3 et 2 des 4 syndicats de médecins ont signé ce protocole d'accord qui limite donc à 3,4% dès l'an prochain la croissance des dépenses de ce qu'on appelle la médecine de ville hors secteur hospitalier. Docteur Bouton, bonsoir. Vous êtes le président de MG France, le plus grand syndicat de médecins généralistes. À la différence du docteur Maffioli qu'on a entendu dans le reportage de Martine Thiébaut et qui représentait, lui, les spécialistes, vous n'avez pas signé l'accord. Vous pensez qu'il maltraiterait les généralistes, bien que votre ministre de tutelle affirme ce soir que même sans vous, la Convention peut prendre effet. Alors est-ce que vous ne risquez pas de toute manière d'avoir à l'appliquer ?
Oui, c'est vrai que cet accord est un peu déséquilibré. Il introduit des principes nouveaux pour les médecins et pour les patients. Pour les médecins, après tout, la médecine, c'est au-delà d'un art, c'est une science maintenant, et on peut se mettre d'accord entre nous, de façon scientifique, sur des conduites à tenir pour les circonstances les plus fréquentes de diagnostic ou de maladie, s'il s'agit d'un traitement. Et pour les patients qui doivent contribuer eux aussi à préserver leur système, à mieux utiliser le système de soins, et notamment avec un médecin généraliste leader qui sera chargé de tenir leur dossier médical. Donc sur ces principes qui sont prévus dans une loi depuis le 4 janvier 1993, nous sommes parfaitement... Une loi antérieure à ce qui a été négocié ces jours-ci. Absolument. La loi date du 4 janvier 1993. Nous avons à l'époque approuvé cette loi et contribué à son élaboration. Donc sur les principes, il n'y a pas de divergence. Par contre, quand il s'agit de les mettre en œuvre, eh bien évidemment que réapparaissent les divergences, je dirais, de conception, mais aussi d'intérêt professionnel. Vous voulez dire que les spécialistes auraient obtenu plus que les généralistes? D'abord, on va initier ces références médicales, ces guides de bonne pratique médicale, en les faisant porter essentiellement sur l'activité des médecins généralistes. Et donc, nous, on n'est pas trop favorable à ce que l'accord, au départ, soit déséquilibré. C'est une des raisons qui explique notre retrait des négociations. Mais pour le dossier médical, qui est une grande innovation, ce dossier médical pour les Français, on va démarrer avec un système très administratif, très lourd, et qui ne va pas être très attractif pour le public. Ça va être décourageant d'avoir des papiers, des vignettes à coller quand on ira voir le médecin, des formulaires à remplir. C'est pas attractif et ça met en cause le secret médical. Madame Majoni d'Intignano, vous êtes en France l'une des rares spécialistes de l'économie de la santé. Est-ce que vous comprenez les réticences des généralistes telles que les exprime le docteur Boutot? Oui, on comprend les réticences des généralistes. Depuis des années, on leur promet, c'est un des objectifs de la politique de santé publique, qu'ils seront les pivots du système de santé. Or, nous n'allons pas jusqu'au bout de cette logique. Les généralistes ont demandé depuis longtemps d'être en quelque sorte le filtre de l'accès aux spécialistes. Un certain nombre de pays pratiquent ce genre de politique. Comment est-ce que ça se passe? C'est très simple. On voit d'abord un généraliste, il est gratuit, parce que l'accès aux soins primaires doit être gratuit, et les soins qui suivent sont également gratuits lorsqu'ils sont conseillés par le généraliste. Donc il faut obligatoirement voir d'abord un généraliste. Un généraliste qu'on choisit. C'est ça. Et qui est gratuit, et si on n'est pas content de ce généraliste, on peut en voir un autre et alors le payer. Mais cette procédure est assez efficace parce qu'elle permet de limiter les gaspillages et en particulier les doubles examens et l'accès excessif aux soins spécialisés. Mais ce n'est pas ce que le protocole d'accord essaye de mettre en place, non, enfin pas tout à fait. Non, mais ce qui me frappe, c'est que rien n'a été proposé aux Français. La négociation se déroule en catimini entre l'assurance maladie et les médecins, et le débat n'a absolument pas été engagé au niveau de la population. Que souhaitons-nous? Pourquoi ne proposons-nous pas des choses plus innovantes aux Français? Après tout, ils seraient peut-être séduits. Docteur Bouton, vous avez une réponse à ça? Moi, je suis évidemment tout à fait d'accord avec l'analyse que fait Béatrice Majoni d'Intignano. C'est vrai qu'on ne fera pas progresser le système de soins sans l'adhésion des Français. Et tant qu'on ne soumettra pas à leur choix ou bien une utilisation rationnelle du système de soins et un niveau de prise en charge amélioré, ou alors dans un autre cas un accès aux soins très anarchique et une participation financière plus importante, les Français ne comprendront pas. Or là, le message adressé par le gouvernement est un message uniforme. On n'a pas demandé l'avis des Français, on a augmenté le ticket modérateur, on fait négocier les syndicats médicaux et les caisses, et les Français ne comprennent pas très bien, ils n'ont même pas senti qu'ils pourraient être concernés personnellement par ce qui se passe. À aucun moment, on leur a donné la possibilité d'émettre un avis et de dire, tiens, moi j'aimerais pouvoir utiliser le système de soins dans ces conditions-là. Moi j'aimerais l'utiliser par exemple sans avoir à payer des dépassements d'honoraires systématiques quand je consulte des médecins. Est-ce qu'on peut faire autrement que de payer des consultations supplémentaires? Mais là, ce protocole d'accord, vous-même, bien que vous ne l'ayez pas signé, vous allez, si j'ai bien compris, le renvoyer à la base, auprès de vos adhérents. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement?
Concrètement... vous allez vous renégocier, enfin redemander... Simone Veil dit qu'on peut mettre l'accord en œuvre sans MG France, vraisemblablement. Mais un accord mis en œuvre sans le plus important syndicat de médecins généralistes, c'est faire courir un risque très important et le gouvernement en est tout à fait conscient. Donc nous essaierons, s'il est possible, après notre Assemblée Générale, de faire améliorer le texte, de façon à ce qu'on avance vers des mesures plus concrètes pour le dossier médical, sans que le médecin généraliste soit contraint d'effectuer un rapport médical nominatif pour chacun de ses patients et l'adresser au caisse d'assurance maladie, comme c'est prévu. Les médecins généralistes n'accepteront pas de violer le secret médical. Il y a des notions qu'il faut comprendre. Surtout, on peut se poser la question de savoir comment vont réagir les gens à qui on proposera le dossier médical. Qu'est-ce qui est attrayant dans le dossier médical? En fait, il va apparaître d'une certaine manière comme une menace pour un certain nombre de gens, n'est-ce pas? On se dira, à partir du moment où on a un dossier, on est contrôlé. Et il n'y a rien en contrepartie. Si on offrait en contrepartie, par exemple, la gratuité des soins correspondants, ça pourrait être très intéressant, on pourrait laisser les gens adhérer. Mais là, il n'y a rien en contrepartie. Mais est-ce que vous ne pensez pas l'un et l'autre qu'il est quand même grand temps que les Français se rendent compte qu'il est de leur intérêt et en même temps, je dirais, de leur devoir civique de prendre conscience de cette escalade infernale des dépenses que la collectivité ne va plus pouvoir payer? La passivité des Français est tout à fait surprenante. Il y a 2 ans, l'été, on a augmenté les cotisations d'assurance maladie d'environ 20%. Au printemps dernier, on a augmenté les tickets modérateurs de 5%. L'année prochaine, apparemment, les consultations augmenteront de 5% et personne ne bouge. En France, nous avons nettement une espèce de passivité. Nous acceptons de payer toujours plus et nous demandons toujours plus d'assurance. Au fur et à mesure que la sécurité sociale se désengage, nous souscrivons plus nombreux et plus forts des primes auprès d'assurances complémentaires. Mais ça veut dire quand même, Madame Majnoni d'Intignano, qu'il y a une prise de conscience chez les Français. Donc on pourrait leur faire comprendre la nécessité d'une réforme peut-être plus radicale encore. Je commence à avoir des doutes sur leur aptitude à comprendre. À la fois, le Parlement ne comprend pas, il n'est pas consulté, et la population ne réagit pas. En 1984, quand l'école privée a été menacée, n'est-ce pas, les Français ont réagi. Ils ont réagi violemment. Mais là, il en matière de médecine, ils ne réagissent absolument pas. C'est très surprenant de voir leur passivité. Alors qu'à l'étranger, des mécanismes de régulation ont protégé les citoyens contre les gaspillages et l'explosion des dépenses. Docteur Bouton, est-ce que les réactions à ce protocole d'accord ne risquent pas d'être teintées, dans votre cas, de corporatisme pur, alors qu'on peut voir aussi dans l'introduction de ce dossier médical une revalorisation du rôle du généraliste qui retrouverait quand même ce que décrivait tout à l'heure Madame Majnoni d'Intignano, c'est-à-dire le début d'un rôle pivot dans notre système de santé. Oui, mais je l'ai dit, le principe est bon. Et c'est une avancée timide, tardive. C'est vrai que la France ne brille pas par son originalité dans ce domaine, mais nous prenons acte de cette avancée. Ceci dit, faut-il détruire un vrai concept, accepter de devoir détruire un vrai concept avec une accumulation de formulaires administratifs et la menace de violation du secret médical? Nous y sommes opposés. Nous préférons que soit adapté ce dossier médical par des modifications au texte conventionnel plutôt que de tuer l'idée dans l'œuf, quoi. Mais donc, concrètement, vous allez-vous faire monter les enchères dans les semaines qui viennent pour obtenir du gouvernement des concessions pour les généralistes? Oui, mais pour répondre à votre question, c'est vrai que la dérive corporatiste est toujours possible pour toutes les professions et les médecins généralistes ne sont pas à l'abri de cette dérive. Mais que voulez-vous? Cela fait des années que nous tenons le discours qui est tenu par Madame Béatrice Majnoni d'Intignano. Ça fait des années que nous faisons des propositions cohérentes en disant c'est aux assurés sociaux de choisir. Proposons aux assurés sociaux une manière d'utiliser le système de soins différente. Et ils feront leur choix. Mais les spécialistes, eux, ne tiennent pas ce discours, ils sont contents. Bah, ils sont contents. Cela étant, vous n'êtes pas allé au fond de vos propositions, parce que vous n'êtes jamais allé jusqu'à remettre en cause le paiement à l'acte pour les médecins généralistes. Or, le paiement à l'acte les dessert, n'est-ce pas? C'est clair. Dans les pays où les généralistes sont importants, ils sont payés par une capitation, par des forfaits, et en partie par des paiements à l'acte, mais essentiellement par des capitations. Donc, en France, nous ne voulons jamais mettre sur la table l'ensemble du dossier et chercher des solutions cohérentes. Nous avons toujours adopté des solutions half and half, mi-figue, mi-raisin.
n'est-ce pas? Et c'est pour ça, je crois, que les négociations ne débouchent pas. C'est parce d'abord, elles ne sont pas ouvertes au public, personne n'a l'occasion de s'exprimer vraiment, et qu'ensuite, les propositions de solutions ne sont jamais cohérentes. Donc, cela étant, il faut tout de même remarquer que l'accord qui pourrait être signé dans les 15 jours qui viennent contient une réelle innovation, c'est-à-dire qu'il introduit pour la première fois une sorte d'enveloppe globale à partir de 1994 en limitant la croissance des dépenses, et que l'augmentation des médecins est bien présentée comme la contrepartie de l'effort qu'ils feront en matière de limitation des gaspillages. Merci, Donc, merci à tous deux. Pardon, je vous interromps, mais le temps nous presse et il est fort tard. On a bien compris donc la complexité du dossier. On a compris que le chantier est réouvert en quelque sorte et que vous, docteur Bouton, vous allez probablement continuer à négocier donc dans les semaines qui viennent. Merci à tous deux. Je rappelle le titre du dernier ouvrage, Madame Majnoni d'Antignano, La protection sociale, c'est au livre de poche, et c'est une explication très claire de tous ces problèmes qui nous concernent tous. Continuons avec les livres, avec le palmarès des ouvrages lus cette semaine, comme chaque jeudi, par Dominique Poncet. Au palmarès ce soir, coup de chapeau à Milan Kundera qui une fois encore réussit à créer l'événement avec son nouvel ouvrage paru chez Gallimard, Les Testaments trahis. Il est vrai que dans cet essai brillantissime écrit directement en français, Kundera y analyse l'art et l'histoire du roman, avec des invités de marque, Kafka, Hemingway, Rabelais et Rushdie, mais aussi Janacek et Stravinsky, car le roman a une parenté avec la musique. En tout, 9 chapitres fascinants de profondeur. Les Testaments trahis, c'est peut-être le livre le plus personnel de Kundera. Et en plus, bien sûr, il se dévore comme un roman. Notre coup de pouce de ce soir ira à Patrick Virel, un quinquagénaire bruxellois qui vient de publier son premier livre chez Belfond, Peau de Vélin. Un livre truculent qui nous raconte à un rythme endiablé les aventures ô combien loufoques d'un bibliophile monomaniaque. Un prétexte en fait à vitupérer le siècle et ses travers, à pénétrer dans l'univers épicé d'une ex-danseuse des Folies Bergères et à se moquer des jeunes gandins passionnés de jeux. Bref, un livre aussi érudit que tonitruant. J'ai découvert ce livre par hasard sur mon étagère, j'ai ouvert la première page et je suis tombé sur un dialogue extrêmement drôle. J'ai continué et Patrick Virel tient le coup jusqu'au bout en écrivant un livre complètement fou, frappadingue, avec un héros truculent, une langue très charnue, très sensuelle, et c'est drôle, très très drôle jusqu'au bout. Alors comment ne pas défendre un livre drôle? Vous l'avez compris, Peau de Vélin mériterait de trouver place chez tous les fondus d'aventure pour son extravagance et de littérature pour son style. À signaler aussi l'hommage qui sera rendu demain à une grande dame de la littérature et du journalisme. Elle est italienne, son nom Oriana Fallaci, son dernier ouvrage Inch'Allah, publié en France par Gallimard, une fresque haletante des tourments du Liban, sera couronnée demain du Grand Prix de la ville d'Antibes. Un mot encore de l'actualité économique et sociale avec Françoise Laborde et le début des négociations salariales dans la fonction publique. Pas de surprise chez André Rossino, ministre de la fonction publique, les clivages syndicaux restent traditionnels. À la pointe de la revendication, la CGT majoritaire, suivie de Force ouvrière, les deux syndicats demandent un rattrapage du pouvoir d'achat depuis 1983. La CFDT et la FEN se sont contentés de demander une augmentation pour les 2 ans qui viennent. La négociation reprendra mardi. Plus subtil en revanche, les grandes manœuvres au niveau confédéral. En petit déjeunant ce matin avec Louis Vianney, Nicole Notat peut désamorcer les critiques. Contestée par la base de la CFDT pour ses trop bonnes relations avec Matignon, elle doit garder un lien avec la CGT, tandis que Louis Vianney recherche de nouvelles alliances. Ce n'est pas un hasard si le premier syndicat de France s'est associé à la journée d'action prévue par son ennemi historique, Force ouvrière. Marc Blondel espère bien ramasser la mise et obtenir dans la rue le soutien de masse qui lui fait encore défaut dans les élections professionnelles. Dernière minute avec un résultat de football, l'élimination de Nantes ce soir dans la Coupe de l'UEFA. Nantes battue 3-1 par les Espagnols de Valence après prolongation. Il n'y aura donc finalement que 3 clubs français sur 5 pour disputer le 2e tour des Coupes d'Europe. Et puis un coup de cœur pour terminer ce journal, un coup de cœur pour un bien joli garçon avec une voix de velours, un style swing, rétro nouveau, qui devrait faire frissonner à partir de demain le théâtre des Champs-Élysées à Paris, en tout cas les dames. By an old oak or a fountain in the park, just don't be long.
Il s'appelle Harry Connick Jr., c'est le nouveau Sinatra, bien sous tout rapport, il n'a pas tout à fait son registre, mais nous n'allons pas bouder notre plaisir. Harry Connick Jr., à partir de demain, 9 concerts à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Tout de suite, le temps de demain grâce à Michel Touret, et puis une vraie leçon de charme avec le portrait d'une étoile d'Hollywood, Katharine Hepburn. Demain soir, à cette place, vous retrouverez Éric Cachard. À lundi. Carmen, en direct, c'est sur France 3. Et en stéréo sur France Musique pour décupler son charme fatal. Carmen de Georges Bizet, samedi prochain à 20h50. Pour France 3, avec Insensé des parfums Givenchy, Carmen s'offre en direct. On va se bousculer pour admirer la gamme Renault du 1er au 4 octobre aux portes ouvertes Renault. Ce soir, un traiteur vous attend à la maison. Honoré Jeanne, un traiteur, vous a préparé cette délicieuse recette de calamar à la provençale. Honoré Jeanne, un traiteur. Du 1er au 4 octobre, laissez-vous transporter par les offres exceptionnelles des portes ouvertes Renault. Le compte optimal de Cortal rapporte de l'argent, vous le savez. Pourtant, vous n'appelez pas Cortal. Pourquoi? Banque Cortal, pas de guichet entre nous, mais un compte qui rapporte. Encore faut-il appeler. Monsieur Cordier, homme d'affaires, expert en voyages internationaux, a accepté de tester notre nouvelle business class européenne. Ce confort, cet espace, c'est plutôt anglais, n'est-ce pas? Non, monsieur. Alors cette cuisine si raffinée, évidemment c'est français. Pas du tout. Cette parfaite organisation, ce respect des délais, mais ça ne peut être calmant. Cherchez encore. Ah oui, bien sûr. Nouvelle business class européenne Iberia. Essayez-nous, choisissez-nous. Au lieu de regarder cette image qui ne vous apporte rien, vous feriez mieux de noter le numéro de Cortal pour vous renseigner sur le compte qui rapporte. France 3 et les magasins Jouet Club vous présentent la météo. Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle du ciel de France. Demain, malheureusement, nouveau passage pluvieux. Rares seront les régions visitées par le soleil dans la journée à venir. Voyons l'image du globe avec la France agressée par ces masses successives de nuages. On s'approche un peu. Regardez l'animation satellite européenne. Elles sont belles. Enfin, l'image est belle. Regardez, celle-ci, sa cousine, sa grand-tante, etc. Mais elles sont difficiles à supporter, il faut bien le dire. Alors, eh bien, prévision de Météo France pour demain, une seule carte va suffire. La voici, la voilà, cette carte avec l'évacuation de la précédente perturbation du Jura jusqu'à la Corse. À l'arrière, un ciel d'alternance avec d'énormes passages nuageux, de rares éclaircies, puis encore à l'arrière, l'arrivée de la nouvelle perturbation qui va balayer le pays. Le vent va souffler demain toute la journée en rafale, par endroits à 60 km à l'heure, ailleurs 70, 80 et jusqu'à 90 km à l'heure en rafale. Les températures minimales un peu plus douces que ce matin quand même, c'est la bonne nouvelle. Entre 8 degrés, c'est bien frais à Strasbourg et Aurillac, et 15 pour Marseille, Nice et Bastia, avec 12 pour Paris, 10 pour Brest, 9 pour Lille, 12 pour Bordeaux ainsi que pour Lyon. Celle de l'après-midi toujours de 4 degrés, inférieure aux normales saisonnières. Le petit pull sera de rigueur encore demain. 14 degrés à Rouen, c'est bien frais, ainsi qu'à Limoges. Et 23 degrés quand même pour Ajaccio, 21 pour Marseille, 21 pour Nice, 18 pour Lyon, 17 pour Bordeaux, 16 pour Paris. On se préoccupe du week-end, oui? Allez! Bonnes ou mauvaises les nouvelles? Assez mauvaises. Samedi de l'Alsace au sud-est, grisaille et précipitations. Sur les autres régions, averses et éclaircies. Vent d'ouest, nord-ouest, 60-70 km à l'heure en rafale. Dimanche, ciel de traîne, averses et éclaircies. Lundi, nouvelle avancée pluvieuse en provenance de l'Atlantique. Seul le sud sera visité par le soleil. Et puis les températures, vous voyez, toujours légèrement inférieures aux normales saisonnières. On passe les frontières. Quel temps fera-t-il demain? Ailleurs, beaucoup de grisailles, des averses, des orages sur Rome. Un tout petit soleil. Le soleil, pour le trouver, il faudra aller sur les pays de l'Est et nordiques, de Stockholm jusqu'à Athènes, avec 12 degrés à Stockholm et 20 degrés à Athènes. Belle soirée en notre compagnie. N'oubliez pas de fêter Thérèse et Ariel, si vous en connaissez. Et notre numéro de téléphone pour la météo départementale, c'est le 36 68 1 2 3 4. France 3
et les magasins Jouet Club vous ont présenté la météo. Catherine Hepburn, tout de suite dans Les Étoiles d'Hollywood. The song of life. Il était une fois un roi qui ne rêvait que de tranquillité et de sécurité. Mais il était une fois aussi une princesse qui, elle, ne pensait tout naturellement qu'à prendre la vie par tous les bons côtés. Ils se marièrent aussitôt et eurent beaucoup de petites Volvo. Moralité, il n'y a pas que la sécurité dans la vie. Nouvelle Volvo 400. Voici boîte de senteurs d'Airwick. Dans la boîte, un petit diffuseur contient des senteurs très naturelles. Boîte de senteurs Airwick, un air neuf. Moi j'aime la vie et j'aime bien la chanter. Edith Piaf, comme vous ne l'avez jamais entendue. Des inédites Piaf en public, avec France Inter. Moins de 1000 francs? Moins de 1000 francs? Non. Si, moins de 1000 francs, c'est le prix du logiciel de comptabilité Ordigestion. Pour recevoir une documentation gratuite, appelez le 05 071 071 ou tapez 3616 Ordigestion. Club Première Cinéma sur France 3. Extérieur Nuit, le nouveau mensuel cadre serré, acteurs, auteurs, techniciens et coulisses des tournages. Ce mois-ci, Sylvie Vartan se fait la plus belle pour Jean-Claude Brissot. Wow, je n'aime que toi. Godard et son public. Ça ne me gêne pas de rester silencieux pendant un moment. Il y a plein de guerres sur la Terre, alors je vois pas comment... Deux ou trois choses qu'il sait du cinéma. Extérieur Nuit, Moteur, lundi à 23h05 sur France 3. Hey, somebody. Well, look at you. She's been on the screen for over 60 years.